BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité passionnante du Web3 du lundi au jeudi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à distance Valentin Demey. Bonjour Valentin. Tu es directeur des contenus chez Crypto, tu es CEO de Cube3 et tu es avec nous depuis Angers. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Cyril Sabac. Bonjour Cyril. Bonjour Amaury. Tu es Managing Director chez Mélanion Capital. Messieurs, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. MicroStrategy qui rachète du Bitcoin. Tether, l'un des plus gros acteurs des stablecoins qui se lance dans le mining de Bitcoin. Lui aussi, toujours tout le monde se rapproche de plus en plus de Bitcoin, j'ai l'impression. Mais tout de suite, on part d'abord faire un tour sur le marché crypto avec Vincent Gane, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour cher Amaury. Vincent, on a un Bitcoin qui tourne autour des 26 200 $. Combien de temps le Bitcoin tiendra le support majeur des 25 000 $? Car la pression fondamentale est immense et croissante, Vincent. Oui, excellente question. Alors, vous avez, cher Amaury, bien identifié le support des 25 000 $ comme étant le support majeur, en tout cas reconnu comme tel par l'ensemble des analystes crypto. Vous savez, actuellement, les analystes crypto, ils se posent une seule question, une question unique qui est taraude maintenant depuis 6 semaines. Combien de temps Bitcoin va-t-il tenir ? Ça fait depuis un mois et demi que le prix du BTC il est stable, au-dessus de ce niveau graphique dont vous avez parlé, alors que le contexte fondamental est de plus en plus pressurisant. Le fait de ne pas avoir brisé ce niveau de support semble étrange à une majorité d'analystes. D'ailleurs, le consensus, qu'est-ce que c'est ? La grande majorité des analystes chartistes graphiques, c'est un synonyme avec lequel je m'entretiens, la plupart d'entre eux visent 20 000 $. Ça leur paraît être la cible naturelle du marché d'ici la fin de l'année. 20 000 $, c'est aussi un niveau assez célèbre au sein de l'écosystème. C'était l'ancien record historique. Alors, une seconde question, j'ajoute une question à votre question. Bitcoin fera-t-il mentir le consensus ? Alors, tout d'abord, point numéro 1, vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure, les fondamentaux sont je vais utiliser un mot un peu fort, d'une violence exceptionnelle. Et ce sont les fondamentaux du marché, les fondamentaux global macro. Je suis bref, j'en cite quelques-uns, l'intransigeance de la Réserve fédérale des États-Unis, plus proche de nous, en fait, même aujourd'hui, les taux d'intérêt du marché à long terme. Donc, je parle de la partie longue de la courbe des taux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, qui font de nouveaux records annuels, la correction du marché action. Bref, alors dans ce cadre-là, Bitcoin, qui est considéré comme un actif risqué, c'est-à-dire avec une corrélation positive avec les actifs comme le marché action, pourquoi Bitcoin tient-il le choc ? Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça. Chacun peut apporter son argument. Certains mettent en avant le fait que c'est simplement un support qui finira par céder. Ce n'est qu'une question de temps. Beaucoup disent au contraire que Bitcoin produirait là une sorte d'aspect refuge. Certains parlent de l'or numérique. Et puis, la grande majorité de ceux qui pensent que le support à 25 000 $ ne cédera pas, ce sont ceux qui, en fait, ont une capacité, vous savez, à voyager dans le temps, à prendre une machine à voyager dans le futur et à imaginer qu'ils sont déjà en 2024 ou en 2025. Et c'est vrai que ce sont des années où, là, pour le coup, on peut identifier des éléments plutôt haussiers. Alors, moi, je ne sais pas si ce support tiendra. La seule chose que je sais, c'est qu'en analyse technique, ça, c'est vrai que je me répète, mais en même temps, le marché depuis 6 semaines dans la même configuration, tant qu'on ne franchit pas une résistance tangible, la probabilité de briser le support est importante. Et la seule façon, mais à mon humble avis, la seule façon de se mettre à l'abri, c'est-à-dire la seule façon d'écarter l'hypothèse d'une rupture des 25 000 $, c'est de franchir une résistance qui malheureusement est bien au-dessus du niveau actuel des cours. Ce sont les 28 800 $. Donc pour résumer, puis je cède la parole, entre 25 000 et 28 800 $, oui je sais, c'est large, eh bien le marché est complètement neutre. Bon, on va surveiller Vincent si ce support des 25 000 $ tiendra et s'il faudra, avant que le marché reparte potentiellement, s'il faudra repasser en dessous ou non. Merci beaucoup Vincent Gane, analyste financier indépendant. Bonne journée Vincent. Je le disais, MicroStrategy était déjà l'entreprise qui détenait le plus de Bitcoin dans sa trésorerie au monde et on apprend qu'elle en rachète. Elle acquiert 5 445 bitcoins de plus, pour un montant total aujourd'hui de 150 millions de $. Le géant détient désormais 158 245 bitcoins. Valentin, MicroStrategy va aller jusqu'aux 21 millions ? Il leur faudra pour ça attendre 2140 s'ils veulent effectivement aller jusqu'au bout. C'est le moment où on aura miné le tout dernier bitcoin sur le réseau Bitcoin, justement. En tout cas, à date, ils ont, et vous l'avez dit à Amaury, presque 160 000 bitcoins. Valeur de ces actifs, ça fait plus de presque 5 milliards de $. Donc, ça commence vraiment à
à être extrêmement important. On s'en souvient avec MicroStrategy, ça fait 2 ans que la saga a démarré, même un peu plus, avec son président Michael Saylor, son ex-PDG, qui commençait déjà à acheter par-ci par-là des centaines et des milliers d'euros de Bitcoin. Aujourd'hui, on connaît son prix d'achat moyen. C'est 29 500 $. Donc depuis le début, on voit que voilà, le prix unitaire est à peu près à ce niveau-là. Mais il en a acheté vraiment tout au long de la hausse, tout au long de la baisse de l'actif préféré du marché des cryptos, évidemment Bitcoin, qui reste la numéro 1 à date. C'est une manière pour cette entreprise de consolider encore un peu plus sa position et sa croyance. C'est une manière aussi à ceux qui achètent l'action MicroStrategy de se corréler au prix du Bitcoin de manière détournée, parce que ça correspond à très peu de choses près, exactement au même prix, à la même volatilité et variation du prix du Bitcoin, l'action de MicroStrategy. Donc ça, c'est le moyen détourné le plus simple, se positionner sur cet actif. Mais en tu attendant penses, Valentin, qu'ils en Bitcoin. auraient acheté quoi qu'il arrive, ou alors là, ils en rachètent parce que justement, on est en dessous du prix moyen d'achat qui est aujourd'hui de 29 000 $. Ils en ont acheté à peu près quoi qu'il en coûte et à peu près à n'importe quel moment. Là, sans doute, ça doit aider qu'il soit un petit peu bas. La croyance est importante du côté de MicroStrategy. On a tous en tête le halving de Bitcoin qui aura lieu en début d'année prochaine. On a tous en tête peut-être les ETF Bitcoin qui seraient listés au courant de l'année 2024. Donc, ça fait beaucoup d'informations supplémentaires qui vont dans le sens de la vision de son ex-PDG Michael Saylor. En tout cas, ce qui est certain à date, c'est que c'est le plus gros détenteur d'actifs de crypto aujourd'hui, le Bitcoin en l'occurrence. MicroStrategy, c'est une entreprise privée, donc c'est important. Oui, merci Valentin. On va regarder tout ça et c'est intéressant parce que on n'a toujours pas d'ETF Bitcoin Spot, Cyril, mais tu proposes, toi, avec Millennium Capital, d'investir dans la thématique Bitcoin via les actions. Et dans ces actions, c'est intéressant parce que tu as du MicroStrategy. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette stratégie-là, de MicroStrategy, de racheter toujours plus de Bitcoin? Est-ce que pour toi, comme l'a dit Valentin, c'est une manière de s'exposer encore plus au Bitcoin de manière indirecte? Alors, plusieurs questions dans cette question. Bon, déjà, effectivement, notre ETF investit sur des actions de la thématique Bitcoin et investit dans divers secteurs. Et un des secteurs, ou une typologie des actions dans lesquelles on investit, sont les sociétés qui ont du Bitcoin dans leur trésorerie. Donc, MicroStrategy est une des sociétés présentes dans notre ETF. Et pour une raison simple, comme l'a souligné Valentin, et finalement, la construction de notre ETF, on analyse ce qu'on appelle le bêta, donc la sensibilité des actions au Bitcoin. MicroStrategy, par essence, compte tenu de la quantité de Bitcoin détenu, a une forte sensibilité avec le Bitcoin. Donc, d'un point de vue réplication pour notre ETF, c'est très bien. Finalement, puisque ça coche la case de l'aspect réplication, en tout cas de la sensibilité. Tu rapproches de l'ETF Bitcoin Spot grâce à ça, indirectement. Exactement, en tout cas, voilà. Après, on a des contraintes de diversification. On n'a pas le droit de ne mettre que du MicroStrategy, puisqu'il y a des règles assez précises. Je rappelle que notre ETF, il suit donc ce qu'on appelle le cadre UCITS, qui est le cadre le plus élevé en termes de réglementation en Europe, et qui impose en particulier une forte diversification dans nos actifs. Donc on ne pourrait pas monter, et par construction, on ne peut pas monter jusqu'à plus de 10% au moment où on rebalance notre ETF. Donc ça, c'est dit. Maintenant, est-ce que je considère que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir accumulé autant de Bitcoin? On dit que Michael Saylor, c'est un Bitcoin maximaliste et peut-être le plus maximaliste des Bitcoins maximalistes. Donc nécessairement, il a des positions extrêmes. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu extrême comme façon de faire, mais ça prouve on va dire sa foi en tout cas, c'est cohérent. C'est cohérent avec ce qu'il souhaite faire. Il a une foi constante envers le Bitcoin. Et à mon avis, compte tenu des éléments qui ont pu être dits, le halving, potentiellement l'ETF Spot, Lightning Network aussi qui continue et qui peut confirmer une adoption, voilà, il est très bull sur le Bitcoin. Voilà. Et Valentin, toujours en parlant de Bitcoin, le géant des stablecoins Tether investit dans le minage de Bitcoin. On parle de 420 millions de dollars dans une société basée en Allemagne. Valentin, pourquoi cette stratégie-là? C'est une stratégie effectivement que Tether, qui est bien connu de l'écosystème des cryptos, est en train de mettre en place de plus en plus depuis ces derniers mois. Tether, c'est l'émetteur du stablecoin USDT, l'un des stablecoins, si ce n'est le stablecoin le plus connu de l'écosystème, qui a beaucoup d'ancienneté, qui a fait peur à plusieurs reprises, mais qui, mine de rien, quand on dézoome un peu, est toujours resté autour du dollar, sur le dollar même, et c'est son objectif,
de répercuter dans les écosystèmes blockchain sur les crypto-monnaies le prix du dollar. C'est le job de stablecoin. Donc on n'attendait pas forcément Tether qui a presque 70 milliards de dollars avec son stablecoin sur le marché du minage. Ils ont commencé à faire un premier mouvement dans ce sens il y a quelques mois. Là, ils remettent une couche, 420 millions de dollars qui leur permettent d'acheter l'équivalent de 10 000 GPU du coup d'une entreprise spécialisée dans ce secteur, qui est effectivement, vous l'avez précisé, Amaury, allemande. Avec cet investissement, Tether posséderait presque 20% du capital de Northern Data, pour la citer, Northern Data Group, cette entreprise allemande. Ça a été réfuté par Tether, cette prise de capital, mais c'est Forbes qui fait estimation. En tout cas, c'est une des entreprises les plus importantes sur le minage, mais pas que, parce que c'est le même type de puces qui permettent de faire tourner la fameuse intelligence artificielle. Donc, c'est des secteurs extrêmement concurrentiels, c'est des secteurs qui ont toujours le même objectif, c'est de la puissance de calcul. Donc, est-ce que Tether met aussi un pied dans ce nouveau monde de l'intelligence artificielle? On le verra. En tout cas, pour ce qui est du minage, là, c'est pareil. On est à quelques mois du prochain halving, donc de la division par 2 de la création monétaire sur Bitcoin. Et par définition, le niveau de difficulté de minage s'adaptera. Donc, c'est important de voir ces mouvements-là. 420 millions de dollars, c'est l'un des paris les plus importants. Et Tether tape du poing sur la table pour prendre encore un peu plus de place dans l'écosystème des actifs numériques. Oui, Valentin, on parlera d'ailleurs dans des émissions à suivre du prochain halving de Bitcoin qui aura lieu en avril 2024. On en parlera notamment pour savoir quelles sont les conséquences pour les mineurs de Bitcoin. Et Cyril, toi, dans ton ETF, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que du MicroStrategy. Tu as aussi l'une des plus grosses sociétés de minage au monde, Iris Energy. Tout à fait. En fait, les sociétés de minage sont extrêmement importantes dans notre ETF. D'ailleurs, c'est très drôle puisque Northern Data, la société mentionnée par Valentin, dans laquelle Tether a pris une participation, est aussi présente dans notre ETF. Tu as acheté toutes les actions, en fait. En fait, l'ensemble des sociétés de minage qui sont cotées ont en général une très grosse corrélation avec le Bitcoin, donc ont de très fortes chances de se retrouver dans l'ETF. Donc oui, pour parler d'Iris Energy, alors c'est très intéressant ce qu'on voit en ce moment sur le Bitcoin, enfin sur le minage, pardon, du Bitcoin. Il y a la volonté aussi de s'orienter vers un mining durable. Et Iris Energy, en particulier, c'est une société qui pèse 260 millions de dollars. Les mineurs ont très bien marché cette année. Pour information, elle fait plus 200% depuis le début de l'année. Donc cette société est très investi dans le mining durable et en particulier via du mining via des panneaux solaires au Texas. Donc c'est le gros de l'installation d'Iris Energy. Ils ont fait un très gros développement sur l'année. Ils ont augmenté de 400% leur capacité de minage de Bitcoin. Et un point aussi qui est intéressant et qui a été également mentionné par Valentin, c'est la volonté aussi des mineurs de se diversifier et d'aller un peu vers l'intelligence artificielle. Ils ont annoncé typiquement Iris Energy qu'ils avaient investi dans plusieurs centaines de GPU, donc les processeurs graphiques, utilisés pour l'intelligence artificielle. Donc pour bien comprendre, en fait, les mineurs, ils se diversifient, c'est-à-dire que le matériel qu'ils utilisent pour miner du Bitcoin peut servir aussi pour l'intelligence artificielle, c'est ça, Cyril? Oui, ou je dirais plutôt que les data centers, en fait, les centres de données qu'ils utilisent, peuvent aussi accueillir des processeurs graphiques à destination de l'intelligence artificielle. Ils savent que c'est vraiment un axe très fort, un vrai changement de paradigme globalement pour peut-être toute l'humanité. Et donc, il y a une volonté très forte d'investir aussi dans ce cadre. Donc, un côté très adaptable de ces structures pour aller vers l'intelligence artificielle, mais surtout tout en respectant, en essayant au maximum de respecter l'environnement et via des sources d'énergie renouvelables. Ça, c'est un axe qui est très fort aujourd'hui chez les miners. Avec le green mining, le notamment. Green mining. Et c'est assez intéressant parce que je crois que tu es tombé sur une étude récemment qui montrerait, alors tu vas nous en dire plus, mais qui montrerait que finalement, le mining de Bitcoin pourrait même non seulement ne pas polluer, mais en plus servir à la transition énergétique. Absolument. Alors c'est une étude qui est sortie récemment de l'Institute Risk of Management et qui dit que d'ici 2030, le mining de Bitcoin pourrait réduire de 8% les émissions globales. Et ce qui est très intéressant... On parle des émissions globales et pas non des émissions dues au mining. Ah oui, au sens large. Au sens large, absolument. Juste le mining de Bitcoin réduirait 8% des émissions. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, quand on s'intéresse au mining et à l'énergie renouvelable, il y a eu un point un peu d'inflexion à l'été 2021,
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'été 2021, Elon Musk a dit à un moment, j'arrête tout sur le Bitcoin, c'est trop polluant. Et finalement, ce tweet qu'il a pu faire a été le début d'une prise de conscience globale chez les mineurs, que ce soit les petits ou les sociétés de minage qui sont cotées, et elles ont commencé à amorcer une transition vers de plus en plus d'énergie renouvelable, comme Iris Energy aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est passé, grâce à ça, d'une activité entre guillemets risquée à potentiellement une opportunité. Alors ça peut être un peu provocateur ce que je dis, mais finalement quand on creuse un petit peu, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes autour du mining. Je m'explique. Le mining vert peut régler énormément de problèmes. Bon, comme on le sait, le mining est très énergivore. Donc on peut se dire que si on utilise de l'énergie renouvelable, c'est très bien, puisque au lieu d'utiliser de l'énergie à base de charbon, on va aller vers des énergies propres, donc solaires, hydrauliques, voilà, les énergies classiques. Et je crois que bien souvent, miner avec des énergies fossiles est plus cher que de miner avec des énergies vertes. Complètement. Donc finalement, l'énergie renouvelable est aussi une opportunité financière, puisque finalement, le coût de production de cette énergie est plus faible, donc c'est intéressant pour les mineurs. Par ailleurs, les mineurs ont la possibilité d'optimiser le réseau. Je m'explique, quelquefois, lorsqu'il y a des sites qui se construisent d'énergie renouvelable, mais ils ne sont pas toujours rentables, parce qu'il y a des périodes où cette énergie est très utilisée et d'autres où elle ne l'est pas. Un mineur n'a pas de calendrier dans la journée, peut miner lorsque les besoins humains sont plus faibles. Donc il y a une optimisation et une stabilisation de la grille énergétique qui peut être faite grâce aux mineurs. Enfin, l'autre point, c'est que des structures qui voulaient créer des sites d'énergie renouvelable n'avaient pas forcément de clients. Là, avec les sociétés de minage, elles trouvent mécaniquement des clients naturels. Les mineurs construisent, les hackers ne chôment pas non plus, Valentin. On voit qu'il y a un des plus gros hacks de crypto-monnaie qui vient d'avoir lieu. On parle quand même de 200 millions de dollars. Mixin Network s'est fait hacker, Valentin, déjà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Mixin Network ? Oui, effectivement, ça fait partie, avec ce hack de 200 millions de dollars, du top 5 des hacks sur l'écosystème des cryptos. Mixin, c'est toujours d'ailleurs, parce qu'ils sont en train d'essayer de résoudre cette affaire. C'est un outil qui permet d'échanger de pair à pair des actifs numériques entre des acteurs et des blockchains. Donc c'était l'un des acteurs historiques de ce secteur qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui existe quand même depuis 2017 sur ce secteur d'échange pair à pair. Là, ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement, 200 millions de dollars, ça les propulse au rang de la 5e plus grosse attaque sur des protocoles de crypto, comme je le disais. Mais la manière dont a eu lieu cette attaque est un petit peu particulière. On a l'habitude, malheureusement, de voir des contrats, des smart contracts, des contrats intelligents être attaqués, être détournés, ou ce genre de sujet sur la finance décentralisée. Là, c'est un petit peu différent parce que ça serait une base de données centralisée sur Google Cloud qui aurait permis aux hackers ces 2-3 derniers jours d'accéder à une base de données ayant permis de détourner ces 200 millions d'euros. Donc au tout début de l'enquête, il y a une société qui a été mise sur le sujet, une société spécialisée en sécurité informatique, pour essayer de comprendre déjà comment on a pu dans une entreprise décentralisée stocker ces données sur un serveur centralisé chez Google Cloud, et ensuite comment en fait la base de données qui semble avoir été corrompue, qui semble avoir été attaquée par les pirates, est permis de drainer 200 millions d'euros à l'extérieur. Donc ça sera le sujet des prochains jours. En tout cas, c'est très surprenant. Ce qui commence à être communiqué, c'est qu'il y aurait a priori un remboursement partiel. En tout cas, Mixin travaille pour essayer de dédommager les acteurs concernés, peut-être pas tous, et surtout en fonction de la compréhension de cette attaque, clairement pas issue forcément de cet argent retrouvé. Donc à voir si on a des retours des hackers ou s'il y a un échange qui se met en place, comme c'est souvent le cas dans les hacks décentralisés entre les hackers d'un côté et les protocoles ou les entreprises de l'autre. En tout cas, pour l'instant, c'est mystère à une de gomme, et surtout, ça fait peur de se dire que sur un seul serveur Google Cloud était stocké suffisamment d'informations pour détourner et subtiliser 200 millions de dollars. On le voit, Valentin, la manière dont a eu lieu ce hack était particulière. Visiblement, c'était la première fois ou une des premières fois que ça se passait. Mais pour les autres hacks, est-ce que les protocoles qui se sont fait hacker s'adaptent et revoient leur sécurité ? Est-ce qu'il y a une adaptation de la sécurité ? Est-ce que c'est de plus en plus sûr ? Bien sûr, effectivement, à chaque attaque, on a la capacité, ou en tout cas les équipes de développeurs
ont la capacité de comprendre pour adapter la réponse. Souvent, c'est des blocs dans des contrats intelligents, donc les smart contracts sur Ethereum dont je parlais. L'un des derniers plus importants hacks, c'était sur Curve Finance, l'un des plus importants protocoles de finance décentralisé qui est là et très connu du grand public, qui permet d'échanger des actifs de manière décentralisée, des Ethers contre du stablecoin par exemple, le USDT dont on parlait tout à l'heure, de manière décentralisée. Et là, c'est des erreurs de contrat intelligent, c'est des erreurs de code, ou en tout cas, c'est des failles dans l'écriture de code que trouvent des attaquants. Donc évidemment, de ce point de vue-là, il y en a eu des dizaines et des dizaines ces 3-4 dernières années sur des sommes plus ou moins importantes. Parfois c'est tout petit, parfois c'est très gros. Là, on est sur 200 millions de dollars. Je l'ai dit, c'est le 5e plus gros hack, donc il y en a 4 qui sont plus importants. Et pour ce qui est de Curve cet été, l'attaque a été effectivement ensuite patchée, comme on dit, donc ils ont pu la rectifier, remettre à jour le code, et cette attaque n'aura plus lieu. Il y a de plus en plus d'entreprises spécialisées aussi dans l'audit des contrats intelligents qui sont de plus en plus sérieuses. On cite, et vous connaissez AAV, Maury, pour avoir reçu l'un des cofondateurs, Mark Zeller, le CEO exactement à date de la Helvetian Initiative, Mark Zeller. C'est un réseau qui n'a jamais été attaqué, c'est un réseau qui n'a jamais perdu d'argent dans des hacks. AAV, c'est le plus gros protocole de finance décentralisé, à peu près 8 milliards de dollars sur ce protocole-là. Donc oui, il s'adapte toujours. Parfois, c'est des failles intentionnelles pour pouvoir justement drainer de la part des créateurs de l'argent du public. C'est jamais, fort heureusement, les plus importants réseaux qui font ça, mais ça arrive de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. Mais à chaque fois, évidemment, les équipes techniques et de sécurité les mettent à jour, et c'est intégré aux audits des protocoles suivants qui feront là aussi ces audits et qui permettront de ne pas retrouver les mêmes failles qu'à l'origine. L'euro numérique, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, s'est exprimée hier devant quelques députés sur le projet d'euro numérique. Je cite, « Nous travaillons à protéger la vie privée, mais puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain, ce ne sera pas entièrement anonyme, comme c'est le cas avec un big bank. » Cyril, alors concrètement, on a du mal à comprendre quel est le rôle de l'euro numérique. Ça ne serait ni centralisé ni décentralisé. Bon, concrètement, à quoi ça sert ? Eh bien justement, c'est pas clair, et ce qui a été dit justement le montre également. La problématique de l'euro numérique, c'est sa lisibilité. S'il y a eu autant de questions, c'est que les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est un euro digital ? Est-ce que finalement on utilise la blockchain ? Si on utilise la blockchain, c'est censé être décentralisé, mais finalement c'est aussi aux mains de la Banque centrale. La problématique est forte, et surtout, on le voit, Christine Lagarde peine à présenter de façon claire ce projet. Ça montre, voilà, les personnes qui critiquent l'euro numérique ou de manière générale les monnaies de banque centrale de ce type-là, c'est justement le fait de pouvoir avoir un œil sur toute la chaîne de transactions, avec tout ce que ça peut impliquer. Puisque finalement, on transforme quelque chose qui était censé être décentralisé vers quelque chose qui va être de plus en plus regardé, scruté, analysé et potentiellement contraint. Donc, voilà, c'est juste l'aveu que ce n'est pas simple à comprendre, qu'il va y avoir un besoin de pédagogie, voire un besoin de faire évoluer le projet. Bon, on va essayer de suivre tout ça sur ce plateau dans les semaines et mois à venir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Valentin Demey depuis Angers, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Q3. Et Cyril Sabag, Managing Director chez Millennium Capital. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve demain dès 15h. Bonne journée, bonne soirée. À demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.